Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, rendez-vous quotidien en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et bien dans son job, dans notre première rubrique, on va parler de la santé psychologique des salariés. Voilà, à date régulière, nous nous intéressons à ce sujet. Il y a le 6e baromètre de la santé psychologique du cabinet Empreinte Humaine, puis il y a d'autres études qui indiquent que le moral, pour le moins, est dans les chaussettes. On fera le point dans quelques instants avec un cabinet de conseil, justement en ressources humaines. Smart et Réglo, focus sur l'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes. Ça a bien marché, mais comment ça marche exactement? À quoi ont droit les entreprises? On fera le point dans quelques instants avec un expert juridique. La pause café avec Fanny Griesmer qui marque son retour. Semaine des 80 heures versus 4 jours. Bah oui, c'est le temps de travail. Fanny a ausculté la semaine de travail. On fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle RH qui est notre débat quotidien, le marché caché ou le marché invisible de l'emploi. Comment y échapper? On fera évidemment le point avec notamment le directeur de Randstad. Il sera notre invité dans quelques instants. Et puis fenêtre sur l'emploi, c'est peut-être l'occasion de faire un bilan de compétences. Oui, il y a beaucoup de salariés qui ont envie de renverser la table, de changer de vie aussi parce que cette période est difficile. Eh bien, le bilan de compétences est peut-être le bon outil pour changer de vie. Ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, bien dans son job, on parle de la santé psychologique des salariés. Bien dans son job. Alors, la rubrique porte pas bien le nom aujourd'hui parce que souvent on a des cadres, des présidents qui sont heureux de nous raconter leur histoire. Là, on va s'intéresser à la santé psychologique des salariés. Ça fait 1 an que certains salariés sont en télétravail et c'est vrai que c'est difficile à vivre, pour ne pas dire à supporter. Avec moi, Arnaud Gilberton. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes déjà venu débattre avec nous sur ce plateau justement de la santé au travail, président du cabinet de conseil en ressources humaines IDOCO qui est installé à Paris et puis directeur pédagogique à l'ESSEC. Avant de revenir sur le baromètre, ce fameux baromètre qui est à moments réguliers comme ça sonde l'état psychologique, c'est le baromètre du cabinet Empreinte Humaine. Vous, l'acteur RH, c'est quoi l'état psychologique des salariés? Dans quel état sont-ils? Alors, écoutez Arnaud, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe dans le quotidien des entreprises, c'est que le moral est bas. Et le moral est bas depuis le mois de janvier. Alors, il est bas depuis plus longtemps, mais depuis janvier, la situation est compliquée. On observe, on échange régulièrement au sein du cabinet IDOCO avec des dirigeants, avec des DRH, avec des managers qui partagent des situations de difficulté sur le terrain, avec des salariés qui sont désengagés, qui ont envie de revenir au travail, mais qui ne peuvent pas revenir au travail parce qu'on doit rester confiné chez soi. Et encore plus maintenant. Il y a 3 jours, le Premier ministre a dit vous restez chez vous. C'est ça. Et puis, si vous voulez, en termes de stress, il y a un point qui est important, c'est la durée d'exposition à une situation de stress. C'est comme ça qu'on évalue le niveau de risque. Dit autrement, c'est possible pendant quelques mois de rester confiné, de ne pas voir ses collègues. On arrive à le vivre. Mais au bout d'1 an, ça fait très long. Et du coup, le lien social se distend complètement, d'où le sens de ce mot de distanciation sociale. Vous évoquez, certains parlent de dépression des salariés, de burn-out, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. On se situe où dans ce curseur de la détresse psychologique? Ils en sont où, les salariés, là? Ils sont dans la dépression ou un peu avant? Alors, c'est très difficile à mesurer, et notamment parce que les gens sont chez eux. Et une des questions que nous posent les dirigeants et les DRH, c'est qu'ils nous demandent comment est-ce qu'on peut réellement évaluer le niveau de morale de nos salariés en vrai. Il y a une étude récente qui est sortie où on a 36% des salariés qui se disent en dépression. En dépression? En dépression. Alors c'est énorme, ça ne veut pas dire que les 36% sont en dépression, mais ça signifie quand même une réelle souffrance qu'on voit apparaître et qui s'exprime pas toujours facilement. Pourquoi? Parce que dans une situation d'incertitude économique, les salariés cherchent à rester motivés, à montrer une bonne image à leur employeur, donc c'est parfois compliqué pour un salarié. On se cache, quoi. On se cache un peu. C'est parfois compliqué aujourd'hui de s'ouvrir, de dire qu'on va pas bien, de dire qu'on se sent un peu démotivé, de dire qu'on n'a pas le moral. C'est compliqué à dire pour un salarié. Vous constatez aussi, on reviendra aussi sur l'étude le baromètre, il est intéressant parce qu'il impacte les jeunes en particulier, mais vous constatez, parce que vous êtes en prise avec vos clients, des tensions. Alors vous allez me dire, mais on est en visio, mais il y a des tensions. C'est un peu abrasif. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, un climat sensible. Il y a un niveau de sensibilité très fort qui est vraiment lié à un stress chronique. On voit des salariés qui
sont démotivés, qui ont moins de lien social, et du coup, on voit l'apparition de ce qu'on appelle des micro-agressions. Alors, une micro-agression, c'est quoi? C'est À distance. à distance. Ouais. C'est un mail un peu difficile, un peu dur. Et ça repart dans l'autre sens. Et ça repart dans l'autre sens, et du coup, ça s'envenime, et on voit des situations qui s'enveniment très rapidement pour des choses parfois mineures, et qui font que le climat social a tendance effectivement à se dégrader dans beaucoup d'entreprises. Alors, focus sur un ou deux chiffres. On va le voir, les habitants, notamment des grandes villes, on pense à ceux qui vivent à Paris, évidemment, qui vivent dans des appartements de 40 mètres carrés et moins, sont les plus impactés par la détresse psychologique, parce qu'ils sont à 65% à dire qu'ils sont impactés, et ça touche des jeunes. Un mot sur ces jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes qui sortaient de l'école, il fallait de l'alternance, ça c'est plutôt bien fait, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais ces jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui ont été onboardés, c'est-à-dire embauchés à distance, qui sont chez eux dans leur appart, qui n'ont pas encore vu leurs collaborateurs, leurs amis, enfin leurs futurs amis, c'est intenable pour eux. Effectivement, je vous rejoins, c'est super dur. C'est super dur pour un jeune qui arrive dans une entreprise, qui n'a pas d'occasion de rencontre, de convivialité. Donc c'est dur pour ces jeunes de vraiment se sentir faire partie de l'entreprise, se sentir faire partie de l'équipe. C'est compliqué aussi pour des managers de ces jeunes de les accompagner, de leur transmettre des compétences, de les onboarder, de les intégrer dans l'entreprise. Et souvent, ces jeunes, ils habitent dans des petites surfaces. Voilà, donc effectivement, ce que montre l'étude, c'est quand on habite dans moins de 40 mètres carrés, c'est beaucoup plus, le confinement est beaucoup plus compliqué à vivre. Alors, il y a un autre chiffre qui évidemment vous interpelle, parce que vous êtes un cabinet de conseil. Donc, vos journées sont consacrées aussi à faire de la prévention, de la pédagogie et mettre en place des actions. Alors, vous me disiez en préparant l'émission, on n'est pas magicien, parce que on est quand même dans une situation qui n'est pas insoluble, mais très difficile. Comment on fait là concrètement? Parce que les salariés disent à 70% que l'entreprise pourrait faire plus pour leur santé. Alors écoutez, donc nous, au sein du cabinet de IDOCO, donc on est un cabinet de conseil, de coaching et de formation. Nos clients sont des DRH, sont des directions d'entreprise, et on les aide effectivement à trouver des réponses qui soient simples, pragmatiques, opérationnelles aux situations de difficulté rencontrées sur le terrain. Ce que je vous disais, effectivement, c'est juste, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des axes de travail. Parmi ces axes de travail, un des axes, c'est la réduction, ou en tout cas la bonne gestion de la charge de travail. Un des points importants aujourd'hui dans la souffrance ou les difficultés des travailleurs, c'est qu'ils travaillent trop. Il y a peu de temps de respiration, les visioconférences s'enchaînent sans avoir vraiment de moment de respiration. Et on voit parfois dans la machine à café. Il n'y a plus de machine à café. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de moment de respiration. Et on voit parfois dans les entreprises des gens qui travaillent beaucoup trop et des gens qui travaillent très peu. Donc il y a un vrai travail à faire justement sur cette charge de travail, sur la régulation de la charge de travail. Ça, c'est un point qui est essentiel. Donc ça, on l'entend et on le voit dans le sondage. C'est un sondage, c'est cette étude d'empreinte humaine qui est intéressante, et c'est l'étude à laquelle vous faisiez référence, c'est qu'un tiers déclare travailler trop et finir plus tard. Bon, on voit évidemment des horaires un peu décalés. Il y en a un tiers, ou la moitié, qui considère que certains profitent du télétravail pour ne pas travailler, ce qui donne une indication contraire. Donc on a les surtravailleurs du télétravail, ceux qui disent « je donne tout parce que j'ai que ça à faire ». Et puis il y a ceux qui, entre guillemets, considérés comme en tirant profit. Alors, je ne sais pas s'ils en tirent profit. Ce qui se passe aussi dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, comme l'activité est beaucoup perturbée, il y a des services qui sont structurellement, qui font face à une charge de travail très importante, et puis il y a d'autres services qui sont un peu en sous-charge et en baisse d'activité. C'est ça. Donc c'est cette régulation de la charge de travail qui est pas simple. Alors, on regarde chez le voisin. Travail, ouais. Voilà. Donc il y a ça, et puis l'autre point, l'autre axe de travail, c'est le lien social. On s'est rendu compte, vous voyez, à travers cette crise, que l'entreprise, c'est un lieu de vie. Bah oui. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de convivialité. Plus que jamais. Essentiel. Et je pense qu'à travers cette crise, on prend conscience aujourd'hui de l'importance justement de l'entreprise comme lieu de vie, comme lieu de rencontre et comme lieu de bien-être. C'est assez nouveau quand même. L'entreprise, c'est un lieu de conflit il y a une quinzaine d'années. Cette prise de conscience, elle est essentielle aujourd'hui. Vous voyez, je pense que le rôle des DRH, il est valorisé, il est reconnu. Les questions de qualité de vie au travail et d'engagement, ils sont au cœur des entreprises. Et on voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui s'y intéressent parce qu'ils comprennent que la qualité de vie au travail, l'engagement de leurs salariés, leur bien-être sont vraiment un capital essentiel à leur réussite. Donc ça, c'est positif. Par contre, les solutions aujourd'hui pour maintenir le lien social, elles ne sont pas évidentes. Ça veut dire qu'il ne faut pas travailler dessus. L'apéro, le petit-déj et la visio du président en polo Lacoste qui dit bonjour à tout le monde, au bout d'un an, les salariés sont lassés. Alors, ils ont une sorte de lassitude. Il y a de la lassitude et ça surtout, marche plus. Je pense que ce qui marche plus, c'est les communications qui ne sont pas authentiques. Voilà, il y a besoin d'une communication authentique. Et il y a un mot qui est important, qui est un peu galvaudé, c'est le mot de bienveillance. Vous savez, on mène des programmes de leadership, on parle beaucoup de ce sujet de bienveillance. On en parle beaucoup ici d'ailleurs. Voilà, mais là, aujourd'hui, le mot de bienveillance, il a une réalité qui est très concrète. Être bienveillant avec ses salariés, c'est
être à leur écoute, c'est leur accorder des temps de pause, c'est être dans une position d'accompagnement. Et cette posture de bienveillance, elle doit être incarnée par les dirigeants, par les managers, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc la bienveillance, c'est un réel sujet aujourd'hui dans les entreprises. Oui, c'est pas un mot tarte à la crème, c'est un mot qu'il faut incarner. C'est un mot qu'il faut incarner, c'est un mot qu'il faut incarner avec authenticité, c'est un mot qu'il faut incarner au quotidien. Et être bienveillant, ça veut dire appeler ses collègues, prendre soin d'eux, être à leur écoute. Le care. C'est le care, cette posture de care qui est très bien décrite par les anglo-saxons, mais qui est centrale aujourd'hui. La santé au travail aujourd'hui, avant tout, c'est la bienveillance et c'est une posture de care qui doit être incarnée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, reconnaître, valoriser, écouter. Est-ce qu'il faut, avant de nous quitter, est-ce que c'est un conseil que vous donnez, avoir des cellules psychologiques véritablement qu'on puisse appeler comme un numéro vert pour des collaborateurs qui seraient en difficulté? Le DRH ne peut pas tout prendre en charge. Alors, oui, il faut des cellules psychologiques, mais attention, les cellules psychologiques ne se substituent pas à la bienveillance du management et au travail quotidien des dirigeants et des managers auprès de leurs salariés. Vous allez en creux, Arnaud, avant de nous quitter. Vous dites quand même subtilement qu'il y a peut-être des managers qui sont en train d'accélérer parce qu'il faut faire du chiffre, parce que l'entreprise va mal, et que ça génère peut-être des souffrances. C'est ça que vous dites? Alors, il y a un danger aussi côté manager qui, eux, sont un peu pris au piège? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression économique qui est très forte. Et donc, on voit des dirigeants qui sont un peu écartelés entre une pression économique qui est aujourd'hui très forte et des équipes qui sont démotivées. Et c'est là où il y a un enjeu de leadership qui est central. Et c'est là où il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de discussion et il y a besoin de dialogue avant tout. Merci Arnaud Gilberton. Vous revenez quand vous le souhaitez. Et évidemment, on commentera régulièrement ces baromètres parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas tout à fait en train de sortir de cette situation de télétravail, vu les mots de Jean Castex, président du cabinet de conseil en ressources humaines IDOCO, et vous êtes directeur pédagogique à l'ESSEC. C'est un plaisir de vous accueillir. La suite, c'est intéressant parce que le droit est présent. Il faut être bienveillant, mais il faut aussi respecter les règles de droit. Et on va s'intéresser avec un expert juridique à l'embauche des jeunes. On en a beaucoup parlé. Comment ça marche exactement, vous qui êtes chef d'entreprise et qui souhaitez embaucher un jeune? C'est tout de suite. Smart et Réglo, le focus juridique quotidien. Vous l'attendez ce rendez-vous parce que c'est un éclairage concret sur un sujet, la plupart du temps, très concret. L'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes. Oh, voilà un sujet dont on a beaucoup parlé. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Vous êtes experte, vous avez vu, je pratique l'écriture inclusive chère à Fanny Griesmer, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, d'un point de vue général, on a prolongé le dispositif, on est bien d'accord, il fonctionne toujours. Comment il marche ce dispositif et jusqu'à quand? Alors, bonjour déjà, merci. Effectivement, le gouvernement a mis en place 3 nouvelles aides pour les jeunes, pour inciter les entreprises à embaucher des jeunes, malgré le contexte compliqué que nous traversons en ce moment. Donc, il y a eu une aide à l'embauche qui vise les jeunes de moins de 26 ans, et il y a 2 aides vraiment spécifiques aux alternants. Donc, l'aide pour les jeunes de moins de 26 ans, elle était initialement prévue pour les contrats conclus du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Elle a été prolongée jusqu'au 31 mars. Il y a un décret, un projet de décret en cours, donc il va certainement bientôt passer, et il prévoit la prolongation de ce dispositif jusqu'au 31 mai. Pour l'aide pour les jeunes. Attendez, excusez-moi, l'aide pour les jeunes, pour ceux qui sont donc moins de 26 ans, on parlera des alternants après. Tout à fait. Elle consiste en quoi? C'est un accompagnement, on les aide financièrement? Alors oui, c'est une aide à l'embauche. Donc dès lors que l'employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise, embauche un jeune en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois, il aura cette aide de 4 000 € à partir du moment où le salarié... À partir du moment où le salarié est présent tout au long. Si bien sûr il y a des absences, ça sera proratisé. S'il y a un temps partiel, c'est proratisé. Et si le contrat est inférieur à 1 an, donc par exemple un CDD de 6 mois, il pourra percevoir une aide à hauteur de 2 000 €, sachant que cette aide est versée par trimestre. Alors vous avez vu qu'il y a eu un petit bug, enfin vous l'avez suivi comme moi, des chefs d'entreprise, on en parlera pour les alternants, qui avaient embauché, mais qui étaient à court de trésorerie, mais n'avaient pas reçu l'argent de l'État, pour le dire simplement. Alors, ça a été rectifié, ça y est? Oui, effectivement, il y a eu des couacs au départ, parce que en fait, les employeurs doivent faire la demande, notamment pour cette aide à l'embauche des jeunes. Avance en quelque sorte la trésor. Alors, voilà, ils doivent embaucher,
classiquement, et ils ont l'aide qui leur est versée par trimestre, celle-ci. Donc, c'est sûr qu'il y a d'abord une avance de trésorerie, mais ça s'est réglé. 4 000 à l'année ou c'est 4 000 par trimestre? Ah non, alors c'est 4 000 €. L'aide à l'embauche, elle est de 4 000 € dès lors qu'on embauche, mais elle est versée par trimestre tout au long de la première année. Donc ça fait 1 500 1 000 € tous les trimestres. Tous les trimestres, donc qui vient alléger évidemment les charges sociales Bien que sûr. l'on paye sur un salarié. Ça fonctionne ou pas ce dispositif avant de parler des alternants? Oui, ça a bien fonctionné. En tout cas, nous, on a été énormément sollicités lorsque ce dispositif a été mis en place. Donc, pour l'ingénierie? Oui, alors ça a bien fonctionné, quels que soient les secteurs, puisque à partir du moment où effectivement on a cette aide quand même qui n'est pas négligeable, 4 000 €, c'est quand même bien dès l'embauche. Alors c'est vrai que c'est versé en plusieurs fois, mais oui, ça a plutôt bien fonctionné. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure pour les alternants, parce qu'on en a eu. Alors, focus sur les alternants. Ça, c'était un sujet de préoccupation. Un jeune, une solution qui était la plateforme, qui a plutôt bien marché aussi en termes de dispositifs techniques. Voilà, un jeune, une solution. Je suis jeune. Je vais essayer d'aller voir ce qui m'est proposé. Les alternants, ça marche comment? Quelles sont les aides? Et quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier? Alors, pour les alternants, donc on a 2 types de contrats. On a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. C'est le même montant, quel que soit le contrat. D'accord? Donc, on a une aide de 5 000 € à l'embauche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 5 000 € si les mineurs, 8 000 € si les majeurs. D'accord. Donc, ce dispositif a été mis en place pour les contrats du 1er juillet au 28 février 2021. Il a été prolongé jusqu'au 31 mars. Et ce dispositif va certainement être prolongé encore, puisqu'on a un projet de décret, jusqu'au 31 décembre 2021. Ouais, les fameux 2 décrets qui se préparent pour proroger. On les a les derniers jours, juste avant. 5 000, 8 000. Voilà, 5 000 pour les mineurs, 8 000 pour les majeurs. Et c'est allé jusqu'au master, parce qu'il y avait un débat aussi de niveau d'études. Oui, tout à fait. C'est un sujet important, ça. Tout à fait. Le dernier décret qui a renouvelé l'aide du 1er mars au 31 mars est venu ajouter une condition de niveau de formation. Donc, ça veut dire que pour très attendu, ça. Voilà, pour les entreprises de moins de 250 salariés, en contrat d'apprentissage, il faut qu'elles aient un salarié qui prépare au moins un niveau 5. Ça veut dire BTS, DUT. Et pour les contrats, et au plus niveau 7, donc master, pour les contrats de professionnalisation, c'est au plus niveau 7. Donc tout le monde est concerné. Pour les entreprises de plus de 250, c'est au plus niveau 7. Donc on n'a pas cette exigence de niveau minimal, mais on a un quota d'alternants à respecter. Donc c'est quand même rapport à l'effectif. C'est pas simple la vie quand même. C'est pour ça qu'on c'est pour ça que vous êtes là. Je sais que le chef d'entreprise en PME qui dit je vais embaucher un jeune, il faut quand même qu'il potasse un peu quand même. Alors après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les entreprises de moins de 250, effectivement, ils leur ont ajouté une condition de niveau de diplôme. C'est ça. Mais ils ont quand même l'aide unique à l'apprentissage. Rappelons-le, c'est un dispositif qui existait depuis le 1er janvier 2019. Donc ils avaient déjà une aide unique à l'apprentissage qui existe et qui est du même montant, qui a été revalorisée cette année pour être du même montant que l'aide. Qui donc se rajoute aux 5 000, aux 8 000. Non, parce qu'on serait tenté. Non, oui, c'est ça. Ça se substitue. D'accord. Ça veut dire que soit on entre dans la catégorie de l'aide exceptionnelle, mais au pire, on est dans l'aide unique classique et ce sont les mêmes montants. Les chiffres, parce que c'est intéressant. La ministre Elisabeth Borne a beaucoup communiqué sur la réussite de ces dispositifs. Ça marche ou ça ne marche pas? Alors, pour nous, ça marche parce que, effectivement, je vous disais, on a été énormément sollicité par rapport à ce dispositif. Donc, pour nous, il y a eu effectivement, ça a été un succès. Et le gouvernement a annoncé des chiffres à hauteur de 90 000 contrats supplémentaires, donc d'alternants, par rapport à l'année précédente. On arrive à quoi? Parce qu'il y a des chiffres un peu fluctuants. On est à 400 000, 500 000 Oui, à peu près. Donc, voilà, on a quand même 90 000 contrats supplémentaires. Alors là, je n'ai pas les derniers chiffres avec le prolongement du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle ils décident de prolonger, parce que ça marche. Un dernier mot. Une fois qu'on va retirer la prise, on peut imaginer que ça tarisse le désir d'embaucher des jeunes. Non, comment vous le voyez? Parce que cette aide, la 5 000, 8 000, elle est très intéressante. Très intéressante. Celle-ci, pour des salaires qui sont assez faibles en général. C'est un début de carrière. Donc tout à fait. Voilà, donc ça permet quand même à l'employeur de ne pas sortir. Il sort beaucoup ou pas, vos clients qui vous consultaient? Ça lui fait sortir combien en numéraire?
Alors ça dépend, parce que les contrats d'apprentissage sont des contrats déjà avec des rémunérations faibles. Donc c'est vrai que non. Ça écrase le... Je pense que oui, ça aide beaucoup quand même les employeurs, et je ne pense pas que malgré le fait que même si l'aide n'existera peut-être plus après, ça empêchera les embauches. Non, je pense que c'est vraiment pour passer ce contexte que nous traversons en ce moment. Et on le passe plutôt convenablement, en tout cas en matière des jeunes. Nous avons des aides. On aura peut-être l'occasion de reparler des seniors, qui est un autre sujet sur lequel les aides ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Et c'est un autre sujet peut-être sur lequel vous viendrez nous éclairer, Sonia. Avec Yangui. plaisir. Merci d'être venue. Merci à vous. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. On fait une petite pause. Vous savez, c'est la pause café, mais alors attention, ça va être sérieux aujourd'hui avec Fanny, parce qu'on parle du temps de travail. Ça, c'est un sujet de droit aussi. Semaine des 4 jours, où on travaille 80 heures par semaine. Alors ça, c'est un sujet. On en parle tout de suite, et Fanny Griesmer nous rejoint. La pause café avec Fanny Griesmer. Comment allez-vous ? Très bien. On s'était perdu hier. Oui, écoutez, dans les limbes. C'est plus agréable de prendre la pause café avec vous. Vous voyez que ça ne marche pas, la pause café en visio. Non, la preuve, j'ai expérimenté. Les salariés le disent, ils n'en peuvent plus de ces apéros visio. J'ai expérimenté également le marteau, la perceuse, les aboiements de chiens et les claquements de porte. Donc vous avez vécu comme ça dans votre quotidien ce télétravail dont on parlait il y a a quelques instants sur le plateau. Je partage voilà. On va parler de temps de travail. Ça, c'est un sujet ô combien sensible et politique. Et à travers l'exemple surtout de 2 pays. Voilà. Vous allez voir, il y a un véritable grand écart. Entre les États-Unis et l'Espagne. C'est votre choix. États-Unis, on va commencer avec les États-Unis, où vous allez le voir comment passer du simple, non pas au double, mais plutôt au triple. Ça fait un sacré différence. On commence par quoi? Les États-Unis, en général, voilà, on le montre du doigt, ce pays. Oh là oui, et avec ces jeunes loups de la finance qui réclament, figurez-vous bien, la semaine des 80 heures. 80 C'est une revendication, vous vous rendez compte? Ça fait quoi par jour? Ça fait 10 heures par jour? 80 heures. 15 heures même plus, oui. Ça fait 12 heures par jour? Même plus. On va dire s'ils ont le dimanche, globalement, on est autour de 15 heures, oui. Alors c'est vrai que il est de notoriété publique, Wall Street n'est pas un long fleuve tranquille pour toutes les femmes et les hommes qui s'y affairent chaque jour. Mais la révolte là qui gronde en ce moment de manière ostensible chez Goldman Sachs est pour le moins inhabituelle. Un petit groupe d'analystes juniors de la firme a décidé de mener son propre sondage en interne pour dénoncer les pratiques de la banque d'affaires en matière de conditions de travail et surtout pour révéler au grand jour le rythme exténuant auquel sont soumis depuis leur entrée ces jeunes analystes au sein de la banque d'investissement. Ils ont ainsi préparé une présentation un petit peu à la manière de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour des clients. 11 pages avec chiffres et graphiques à l'appui, le tout diffusé bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est quand même des contraintes physiques terribles. Ah oui, on dort pas. C'est surtout que c'est l'horreur. Les résultats sont édifiants. Privation constante de sommeil, des abus de collègues plus âgés, le tout affectant bien sûr sérieusement la santé physique et mentale. D'après ce sondage, les jeunes analystes interrogés ont travaillé 105 heures en moyenne la semaine précédant l'enquête et 98 heures par semaine depuis le début du mois de janvier. Ça laisse clairement songeur. 5 heures de sommeil en moyenne par nuit, des nuits qui ne commencent généralement pas avant 3 heures du matin. Tous, quasiment, déclarent ressentir la pression d'objectifs qui sont intenables, voire irréalistes. Ils sont unanimes. Le rythme de travail a clairement affecté leurs relations avec leurs proches, leurs amis, leurs familles. Oui, on vient de croire. Plus des 3/4 disent être victimes d'abus professionnels de la part de Goldman Sachs, quand plus de la moitié assure être ignorés lors de réunions, voire être l'objet de critiques publiques injustifiées. Alors, après le constat qui est édifiant, il monte un syndicat, ces jeunes loups de Wall Street. C'est vrai que ça se rapproche pas mal de... Incroyable, on va les voir manifester. Syndicales. Alors, ils ne sont que 13. C'est un sondage, mais au moins, Mais ça dit quelque chose. Ça a le mérite de mettre en lumière ces conditions de travail. Alors, il y a effectivement plusieurs propositions à la suite de ce document et de ces différents graphiques. L'objectif, c'est d'améliorer ces conditions de travail, comme le fait d'éviter notamment les changements de dernière minute avant les réunions clients, ce qui leur évite aussi de raccourcir les nuits. La veille, on leur dit, vous changez quelque chose, ils sont obligés à la hâte. Ils travaillent jusqu'à 5 heures du mat. De tout changer. Le plafonnement des heures, et c'est là, ils réclament la semaine de 80 heures. Contre les 98 en moyenne. Vous avez bien entendu. Ils ont effectué depuis le début janvier. Et le respect aussi de la politique du vendredi. Politique selon laquelle
le vendredi soir, après 21h, ce serait peut-être bon de s'arrêter. D'aller prendre une bière. Voilà, par exemple. Ou un café, si vous voulez. Réponse, bien sûr, face à la mutinerie publique. Et forcément, l'enquête a été révélée sur les réseaux sociaux. Bon, la grande banque d'investissement ne nie pas la pression qui pèse sur les épaules de ses jeunes employés. Ils savaient où ils allaient, quand même. Elle promet, pour l'heure... Oui, alors 80 heures, c'était peut-être pas... Enfin, 100 heures. 100 heures, ouais. C'était peut-être pas non plus dans le contrat. Alors, elle promet, pour l'heure, l'embauche de nouveaux banquiers pour alléger un petit peu aussi le travail et la réorganisation de certains services en tension. Retour en Europe, pays d'Europe du Sud, pays qui d'ailleurs était connu pour beaucoup travailler. Et là, il y a une petite remise en question sur cette fameuse semaine. Alors beaucoup... Le maximum légal, c'est 40 heures. Et là, il se pourrait bien qu'on passe à grande échelle à la semaine de 32 heures, la fameuse semaine de 4 jours. C'est le parti de gauche Maspaís qui a proposé de mettre en place un test à grande échelle. Une semaine raccourcie et le gouvernement espagnol a accepté. C'est ça la nouvelle surtout. Le projet est encore en discussion, mais l'idée serait de tester cette mesure dans 200 entreprises. Cela concernerait entre 3 000 et 6 000 salariés. Expérimentation financée à hauteur de 50 millions d'euros sur 3 ans par le gouvernement espagnol, afin de permettre bien sûr aux entreprises de ne pas prendre trop de risques. Parce qu'il y en a un. Bah oui, le temps de travail de l'employé diminue, le salaire, lui, bien sûr, reste le même. La bataille des 35 heures. Selon le parti Maspaís, l'idée, c'est qu'il y aurait une augmentation mécanique du coût horaire du travail, mais qui serait compensée à terme par une augmentation d'une part de la productivité des salariés et potentiellement une baisse du nombre d'heures supplémentaires. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le projet qui était lancé par Maspaís. Qui était le débat posé par les 35 heures. Exactement. La productivité se portait bien. Il y a un exemple, il y a déjà eu une expérimentation, et elle est en cours depuis le début du mois de janvier. En Espagne, c'est une société informatique située dans le sud du pays, à Jaén. 181 salariés. La mesure a été mise en place dès janvier. Les salariés sont passés de 40 heures à une moyenne de 32 heures, parce qu'ils font 36 heures en hiver, 28 heures en été. Oui, en été, pour les raisons qu'on sait en Espagne. D'après le PDG, exactement, les résultats seraient plutôt encourageants. Compte tenu qu'en Espagne, les horaires sont assez fluctuants en fonction des Très saisons. Et vous avez raison, en fonction du temps, parce que moi, je préconisais on démarre très tôt le matin. Travailler moins en hiver, parce qu'on était plus fatigués. Bon, là, c'est l'inverse. Mais là, c'est l'inverse. On travaille parce qu'il fait trop chaud pour travailler. Il fait trop chaud pour travailler, comme dit la chanson, bien connue, parce qu'il fait très chaud et qu'on démarre à 6 heures du matin en Espagne. Merci Fanny. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Je prends note, je viens. En tout cas, réfléchissez bien, 80 heures, vous avez vu, 110 heures aux États-Unis. Évidemment, ça ampute un peu la vie personnelle. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause, on parle du marché caché, du marché invisible. C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, le marché caché du recrutement. Bah oui, en un mot, il y a des annonces qui ne sont pas publiées, vous ne les voyez pas passer, et pourtant, le poste est pourvu. Qu'est-ce que ça indique et qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est un danger? Évidemment, on en parlera et on va en parler dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien avec un sujet dont on ne parle pas beaucoup, évidemment parce que on parle du marché caché, du marché invisible dans le recrutement, c'est-à-dire, pour le dire simplement, et on va le développer dans quelques instants, ces annonces qui ne sont pas publiées. Et quand elles sont publiées, elles sont déjà pourvues, c'est-à-dire que vous dites « Ah, formidable, cette annonce est pour moi », et puis en fait, vous n'avez pas de réponse, elle a déjà été pourvue, et vous êtes évidemment fort déçus. On va en parler parce qu'il y a une entreprise, Randstad, qui a fait une étude extrêmement détaillée sur ce marché caché. Arnaud Cartier, merci d'être avec nous. Vous en êtes entre autres à l'origine de cette étude et on va la commenter. Vous êtes directeur général HR Consultancy Partners, membre du COMEX du groupe Randstad. Et moi, naïvement, je vous disais, mais vous êtes le directeur général de Randstad. Vous m'avez dit, oh là, je dirige une filiale. La filiale de conseil. De conseil. Non, mais c'est important pour parler de ce sujet que vous connaissez bien. Avec nous, Julien Morisson. Bonjour Julien, fondateur du cabinet BI. Pour ceux qui n'écouteraient pas nos émissions, mais c'est une erreur. Le cabinet BI, c'est un cabinet très, très nouveau qui invente le concept d'agent, et non pas artistique, mais pour des cadres que vous accompagnez, que vous prenez en main, que vous chouchoutez jusqu'à l'embauche, parce qu'ils ont besoin d'être aimés, ces cadres, évidemment. C'est un sujet qui vous tient très à cœur, Julien. Je vous donne d'abord la parole avant d'avoir l'étude de Randstad, mais pourquoi ce sujet, pour essayer d'en poser une problématique,
vous tient très à cœur, le marché invisible du recrutement. Il me tient très à cœur parce qu'il y a tout un mythe qui s'est sacralisé autour du marché caché avec des chiffres qui circulent et qui sortent un peu de n'importe où, c'est-à-dire 70%, 80%, 90%, et pour lesquels finalement personne ne s'est vraiment interrogé sur mais d'où ils viennent ces chiffres de 80-90%. Ça c'est un sujet pour d'autres sujets d'ailleurs. Exactement, et qui est un problème. Alors marché caché ou off-market, et je trouve qu'il y a parfois des analogies avec notamment l'immobilier. C'est vrai. Je trouvais que c'était intéressant de regarder, et donc on y reviendra et on voit que le taux aussi est plus bas. Qu'on situe bien l'enjeu de ce débat. Pour vous, c'est un problème, on y pose une problématique sur le marché invisible, ou ça n'impose pas de problème, et après tout, ça peut exister en parallèle d'une filière de recrutement traditionnelle. C'est un problème quand on le survalorise et quand du coup on n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire que si je vous dis que 80% du marché est caché, si je n'ai pas l'opportunité, c'est pas de ma faute, il est caché. Et donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres actions qui sont à mettre en place, notamment par du réseau, notamment du digital, pour optimiser votre candidature. Mais si vous considérez déjà que ce marché il est quasiment préempté par des canaux qui vous sont impossibles, oui, c'est un sujet, clairement. Et ça, vous y voyez un sujet de discrimination? Oui, un sujet de discrimination et puis un sujet un peu fantasmé qui vous permet de ne pas être suffisamment actif avec les nouveaux outils du moment. C'est plus ça, effectivement. Randstad, du recrutement. Alors on l'a bien compris, vous êtes dans cette filiale de conseil, mais embarqué dans cette grande entreprise, au COMEX. C'est un sujet qui vous pose problème, qui pose une problématique à l'entreprise Randstad, et on va commenter l'étude. Qu'est-ce que vous en dites de ce marché invisible et caché? Et d'ailleurs, est-ce que vous y mettez la même définition entre invisible et caché? Est-ce que c'est la même chose? Plusieurs questions. Premièrement, c'est très journalistique ce que je fais. C'est pas un problème. C'est pas un problème l'existence du marché caché. En revanche, il faut en être conscient. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a voulu mettre des chiffres pour étayer un petit peu cette discussion. Et on viendra sur les chiffres. C'est pas un problème. En revanche, il faut que quand on cherche du travail, on ait conscience de ça et qu'on sache qu'une partie importante du marché se passe hors annonce. Et évidemment, si on est en veille ou si on cherche du travail, se contenter du marché des annonces, c'est passer à côté de 40%, c'est ce qu'on a chiffré, 40% du marché des jobs accessibles. Alors justement, disons-le, c'est pas les cadres. Toute catégorie. Toute catégorie. Oui. Toute catégorie. Alors là, vous êtes en train déjà là. Oui, effectivement. Alors dans les la moyenne. Effectivement, pour les cadres, il est spécifié que le marché caché, il est quasi inexistant. C'est sur l'étude Randstad, mais qui est corroborée notamment par des études au préalable, et notamment celle de l'APEC, qui explique que le marché caché, le marché invisible, parce qu'ils se font un peu une similitude, on oscille entre 6 et 10% environ, ce qui n'est pas neutre, c'est pas ce que je dis, parce que 10% d'un marché, c'est loin d'être neutre. Et pour les non-cadres, mais vous savez, c'est notamment quand vous êtes amené à chercher un boulot l'été, vous diffusez votre CV, vous n'avez pas d'opportunité. Donc oui, c'est un marché qui est considérable sur le non-encadrement, et c'est pas pour rien que les secteurs, parce que l'étude est très bien construite. Oui, on va l'étudier, c'est intéressant. L'hôtellerie, hôtellerie, les transports. Eh bien oui, sur ça. Vous êtes d'accord? Je suis serveur. Donc pour le dire simplement, pour qu'on voit à quoi correspond ce marché invisible. Je suis serveur et on l'a tous vécu. On prenait, excusez-moi, notre petit crème au comptoir et un type arrivait, il disait bonjour, je suis serveur. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Et le patron lui dit pas de souci, je t'embauche demain matin. Bon, à l'ancienne. Bon, ça pose pas de problème. Quand on est cadre, c'est intéressant. Quand on est cadre, finalement, on s'aperçoit que une très grande majorité, quasiment la totalité des offres font l'objet d'une publicité, d'annonces, cabinet de recrutement. Ce qui n'empêche pas quand même l'importance de l'activation des réseaux, etc. Et donc ce qu'on voit, parce qu'on est cabinet de reclassement, d'outplacement, ce qu'on voit c'est que finalement, nous on encourage beaucoup les cadres à faire jouer leur réseau, à faire des candidatures spontanées, on l'entend sur ce plateau, à être proactifs, évidemment. Pour autant, ça leur donnera des chances d'être visibles sur des offres d'emploi qui par ailleurs sont publiées. Donc, ce n'est pas parce que l'offre est publiée qu'il suffit de répondre aux annonces, même quand on est cadre. Il faut mettre en œuvre toutes ces stratégies sur un marché caché. Pour autant, les offres, à un moment, elles existent quelque part, surtout sur le marché des cadres. 2 recrutements sur 5, c'est votre titre. C'est l'étude qui a été faite et je confirme qu'elle est très bien faite, très détaillée et passionnante. Merci. 2 recrutements sur 5 réalisés via le marché invisible en 2020. Ça veut dire qu'il y a une forme de discrimination pour certains cadres. Et en un mot, pour ceux qui nous regardent, on ne les encourage pas à aller voir les annonces, puisqu'en fait, on dit en creux qu'une partie de ces annonces sont bidons. Non, mais il faut être cash. Non, pas du tout. Pas du tout. On met les pieds dans le plat et après on avance. C'est ça. Attention, pas du tout. Premièrement, pas sur les cadres. Comme vous l'avez dit, le marché caché concerne un certain nombre d'industries, un certain nombre de secteurs. Et encore l'industrie peu d'ailleurs. Hôtellerie, bâtiment, restauration et beaucoup moins les cadres, beaucoup moins des emplois spécialisés. Donc c'est pas bidon pour les cadres. Donc c'est pas du tout bidon. On est d'accord. Et c'est pas du tout une discrimination parce que c'est
quand on est cadre, ça ne veut pas dire que le marché des cadres se fait, je vois vous m'emmener, que par cooptation, par exemple. Le réseau, le cooptation, le piston. Ça veut dire qu'au contraire, le marché des cadres, lui, on l'a montré dans l'étude, est très ouvert, puisque, pour caricaturer, 100% des emplois en CDI de cadre font l'objet d'une publicité. En revanche, pour être visible, sélectionné, rentrer dans un process et recruter, il faut aussi actionner des canaux parallèles que peuvent être la cooptation, le réseau, etc. C'est subtil. C'est le marché transparent finalement. Mais vous en pensez quoi, Julien Morisson? Ça corrobore ce qui est dit par l'étude de l'APEC qui explique que le marché est transparent. Alors dans leur dernière étude, elle dit 89-90%, oui. ce qui est un peu le fruit, à l'exception, mais ce qui est dit aussi très bien dans cette étude, c'est que 40% des missions pour les cadres passent effectivement par du marché caché pour l'encadrement, mais ce qui n'est pas le cas des CDI, on va dire plus traditionnels. Donc on est vraiment dans cette continuum. Ayez en tête quand même un chiffre, ces fameux mythe un peu du 80%, parce que même là, on n'y est plus à 80%. 2 annonces sur 5, on est à 40%. Mais quand on est à 80%, ça sort des années 80, à une époque où Internet représentait quand même, dans les fruits des annonces, 0,20% des annonces. Rien. C'est là où ça sort 80%. Exact. Donc, on ne peut pas soutenir... C'est plus comparable. C'est plus du tout comparable. On a depuis les job boards, on a des systèmes désormais, on a bien sûr Internet qui est utilisé, on a LinkedIn, on a Twitter. Donc le marché a Les annonces sont vues sur les smartphones. Les dernières études, c'est smartphone. De plus en plus. On a l'image. On ne parle pas suffisamment aussi de la manière de se brander. C'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a aussi la nécessité de se mettre en valeur, de se valoriser. Les outils sociaux, LinkedIn, c'est devenu une puissance de feu pour être identifié par les cabinets de chasse qui vont vous identifier. Parce que le marché de la chasse de tête en France aussi, qui corrobore ça, je ne sais pas si vous savez, c'est 7%. On est entre 5 et 10% par an de la chasse, qui correspond finalement au marché qui est caché. Logique, vous avez une mission, vous ne voulez pas que ça se sache. C'est à vous de vous ressortir. Et donc c'est là où je dis, il y a un travail. Le marché est plus petit que ce qu'on peut imaginer en termes de chasse, de marché caché. En revanche, désormais, ça passe par d'autres canaux, dont fait partie... Ce que vous dites est clair, mais ce que moi je comprends, c'est-à-dire qu'avec vos clients, vous avez l'info parce que vous avez une connexion avec ces entreprises et que c'est votre métier, et que vous savez que ça va bouger de ce côté-là, presque, on peut le dire, avant même que l'annonce soit publiée. Vous êtes d'accord? On corrobore cette idée, et vous réussissez, vous, à placer quelqu'un. L'annonce n'a même pas été publiée. C'est vrai pour les agences immobilières, vous remarquerez. Oui. L'annonce n'est parfois pas publiée de la maison qu'elle est déjà vendue. Oui, je ne ferai pas trop le lien avec ce marché caché de l'immobilier où effectivement, ça reviendrait à dire le poste est pourvu avant que l'annonce soit mise. Attention, quand on recrute, on cherche le meilleur profil. Oui, c'est vrai. On ne cherche pas forcément le premier qui est arrivé. Ouais, c'est vrai. C'est pas la maison où le mieux disant où c'est vendu. Je suis d'accord. Dans les métiers, c'est intéressant. On a agents administratifs, employés de ménage, employés de libre-service, les commis de cuisine, les maçons, les conducteurs de poids lourds, les aides-soignants, les vendeurs, les ouvriers d'exécution, les plongeurs, qui sont des métiers qui sont très utiles, d'ailleurs certains sont en première ligne, mais qui ne sont pas des métiers de cadre, qui sont des métiers peu valorisés en matière salariale. Ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de turnover, que ça bouge beaucoup, que c'est un secteur où ça va et ça vient? Il y a aussi beaucoup d'emplois courts et beaucoup d'intérim. Or, quand on dit marché caché, c'est aussi ça. Et encore une fois, ce n'est pas des questions de non-visibilité qui excluraient certaines populations. C'est juste de dire, quand j'étais intérimaire, et que finalement ma mission d'intérim s'est bien passée et que je deviens salarié permanent d'entreprise, il n'y a pas eu d'annonce. Mais c'est vrai que dans la tête souvent du marché caché pour les personnes, c'est quelque chose dont je ne peux pas avoir l'information. Dans la tête des gens, c'est cette information-là me passe sous le nez, je ne l'ai pas. Elle n'est pas du tout liée à... il y a des transformations de contrats. Maintenant, il faut avoir aussi en tête, l'étude montre que le nombre d'ouvriers, désormais, est plus bas que le nombre de cadres. C'est une étude qui est sortie là récemment. Oui. Donc le marché va naturellement, considérablement aussi être amené à évoluer. Et donc repasser par les grands canaux de recrutement par Internet, les grandes agences. Oui. Randstad en fait partie. Et puis vous avez naturellement des nouveaux outils, de nouvelles startups qui réfléchissent à du matching learning, de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de se dire comment va fonctionner désormais le recrutement. Notamment, on sait qu'on a les soft skills, comment je le valorise. Donc essayer de se dire, le marché caché représente pour les cadres, moi je travaille quasi exclusivement sur l'encadrement, va représenter 10%. Ça, c'est OK, c'est pas 80%. Donc, je vais attendre, je vais pas imaginer, fantasmer. En revanche, je vais capitaliser dans l'utilisation des mots-clés, dans les matching learning. Je vais passer un peu de temps de manière à optimiser mon profil et être davantage sûr que je sois identifié sur du marché ou par des startups ou whatever. Juste un petit éclairage géographique, parce que dans votre étude, vous êtes allé jusqu'à ce niveau de détail qui est très intéressant. C'est les Hauts-de-France, donc le Nord, Pas-de-Calais, sur lequel le réseau l'invisible est très fort. Et puis là où c'est le moins fort, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes,
qui dit des choses de la sociologie du marché du travail, la cooptation, le réseau, les amitiés, qui sont peut-être des liens de sociabilité plus forts dans le Nord. Mais aussi la structure des emplois, puisqu'on a vu que c'était lié, par exemple, moins de marchés cachés pour les cadres. Il y a plus d'ouvriers. Aux industries. Donc du coup, il y a des corrélations statistiques qui expliquent aussi. Sans inonder ceux qui nous regardent de chiffres, on l'a vu, c'est le service, l'hôtellerie et les transports et la logistique où là, le marché invisible marche à plein. En revanche, ça ne marche pas dans l'industrie. Comment vous l'expliquez, ça? C'est intéressant. On est aussi sur des emplois pénuriques, avec des difficultés de recrutement. Et donc, les entreprises ont intérêt à optimiser, à ouvrir le plus possible, et donc à passer soit par des agences, notamment de travail temporaire, soit par des agences de recrutement, soit par des annonces, parce que trouver des ouvriers qualifiés, c'est difficile. Et donc, si on reste sur un marché invisible, on ferme le spectre. Arnaud Cartier, je voulais vous poser la question abruptement. Je disais tout à l'heure, on mettait les pieds dans le plat, j'avais un peu théâtralisé ma question, mais est-ce que ça pose problème, ce marché invisible, après tout? Est-ce qu'il peut vivre aux côtés de tous les outils dont on vient de parler avec Julien Morisson, c'est-à-dire le matching, Internet, et vous dites, après tout, ce marché, voilà, c'est un peu, on ne peut rien faire. Ça marche très bien. J'étais maçon sur un chantier avec des collègues, mon chantier se finit, mes collègues sont pris ailleurs, ma foi, ils me disent, tiens, viens avec nous. Ça marche très bien. Donc, c'est pas une difficulté en soi. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est de voir que sa part diminue. Elle a diminué en 2020 par rapport à 2019. Alors, il faut mesurer l'impact aussi du marché un peu spécial de 2020. Mais ça veut dire... Et je reviens aussi vers tous les nouveaux outils de communication. C'est tellement facile aujourd'hui de faire savoir qu'on recrute que, ma foi, même pour un plongeur, finalement, on va passer une annonce, alors qu'on ne l'aurait pas fait il y a 20 ans dans les pages du Figaro. Je ne veux pas vous challenger, mais on a reçu assez régulièrement Le Bon Coin qui s'est lancé dans le recrutement. C'est intéressant. Un site qui vend des tondeuses ou des vêtements bébés ou des motos d'occasion et qui, de la même manière, développe, mais d'une manière très forte, l'emploi. Là aussi, c'est un outil. C'est intéressant que Randstad, j'imagine que vous observez, évidemment, vous benchmarkez. Alors, de mon point de vue, le marché du travail, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais ça reste un marché. Il ne faut pas se tromper de sujet. C'est-à-dire, c'est mis au niveau de la tondeuse et de l'appareil photo. Alors, évidemment, on va dire c'est de l'humain. Bien sûr, c'est un marché avec une offre et une demande, des compétences qu'il faut mettre en adéquation. Et donc, que ça soit un outil qui permette de valoriser, ou en tout cas donner de la visibilité à un moteur qui est très utilisé à Paris, mais aussi en dehors de Paris, je trouve ça plutôt très bien. Après, ça n'annule absolument pas les nécessités parfois, notamment parce qu'on n'a pas parlé, le marché caché, c'est aussi lié à des réorganisations internes, du fait que de toute façon, cette annonce, vous ne la publierez jamais. Parce que c'est touchy, parce que vous êtes dans des comités de direction. Parce que c'est sensible, il ne faut pas le dire. Parce que la personne n'est pas encore sortie d'une organisation, et donc de toute façon, vous ne diffuserez jamais cette annonce. Donc, il y a toute cette partie-là. Après, sur la partie du Bon Coin... Et c'est vrai en ce moment, si je peux me permettre, Julien, avec toutes les réorganisations qui se préparent... C'est à nuancer parce que les cabinets de recrutement couvrent cette partie-là en disant « je recrute pour un client », comme c'est touchy, je ne vous donne pas encore le nom du client, mais je recrute pour un client, futur membre du CODIR. Donc du coup, ça amène plutôt ce marché visible. Chez Randstad, le marché du recrutement et de l'emploi, comment vous vous projetez? D'abord, on est dans une année très particulière. Comment vous l'avez vécu cette année en matière de recrutement? Comment ça s'est passé? Il y avait du flux, il y avait de la tension, il y avait de l'attente. Comment ça se passait? Trois choses. Il y a eu un arrêt des recrutements. Et notamment, nous, les mandats de recherche qu'on a au titre de nos cabinets de recrutement, il y a eu un arrêt. Mais les tensions sur les marchés, notamment les marchés des cadres, les marchés des emplois spécialisés, notamment l'industrie, ces postes-là, ils ont été un petit peu en stand-by, mais on en a toujours besoin. Donc finalement, aujourd'hui, il y a toujours une tension sur ce qu'on appelle les emplois pénuriques, où les entreprises ne trouvent pas d'elles-mêmes et font appel à nous. Il y a toujours ce besoin-là. On a vu un arrêt du travail temporaire très très fort en mars et en avril 2020. Finalement, aujourd'hui, on remonte à des niveaux... Ça repart. On s'est reparti, on est à des niveaux quasiment comparables à ce que c'était début 2019. Donc, ce n'est pas aussi noir que ce qu'on peut décrire sur la santé psychologique des salariés, qui est réelle, je ne la conteste pas, mais en matière brute du marché de l'emploi, il reste relativement dynamique. Oui, le marché de l'emploi reste dynamique aujourd'hui. C'est toujours pareil. Les personnes qui avaient des difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi vont connaître des difficultés plus fortes. En revanche, les gens qui étaient très employables demeurent très employables et il y a des emplois pour eux. Et en négociant peut-être encore mieux leur salaire, parce que c'est des valeurs, c'est des talents en tout cas qui se vendent mieux. Pas mieux, pas moins bien. Mais le marché est favorable aujourd'hui. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs d'activité, par exemple actuellement on parle du retail, c'est pas des secteurs qui embauchent, alors c'est des secteurs qui étaient quand même assez dynamiques. En revanche, il y a du conseil redémarre fort, alors qu'on aurait pu imaginer que effectivement ça redémarre plutôt très fort. Après, vous avez des métiers, effectivement, on s'aperçoit que le digital c'est un enjeu, et par exemple des fonctions dans le marketing qui étaient assez simples, désormais vous n'êtes
un marketing digital, c'est naturellement plus compliqué d'être employable. On a des reconversions de gens qui se mettent dans l'UX ou dans l'UI parce que c'est ça qui est effectivement très demandé. Donc on a des secteurs qui bougent. On sait que l'agro a très bien tourné, la supply chain a un secteur qui tourne très bien en France. En revanche, on en a d'autres qui vont tourner sur la créa, c'est plus compliqué, la communication. Donc on a des secteurs ou des métiers, ça dépend effectivement des profils. Avant de nous quitter, Randstad est un acteur de ce secteur, un acteur majeur. Il y en a un autre dont personne n'utilise le nom depuis le début de notre émission. Enfin, je vous vois sourire, vous voyez à qui je pense. C'est un service public dont la première mission est d'embaucher, de trouver des emplois aux demandeurs d'emploi. C'est Pôle emploi. Comment vous regardez cette institution? Certains, ce sont des politiques, c'est pas Randstad qui l'évoquait, mais disaient mais il faut totalement réformer Pôle emploi, il faut régionaliser, il faut arrêter d'avoir ce gros mastodonte centralisé, très jacobin. Et puis après tout, il y a plein d'entreprises très modernes et des outils modernes. Ça a encore du sens, Pôle emploi? Oui. Politiquement correct? Vous voulez rester politiquement correct ou on dit les choses? Non, le fond de ma pensée, chacun son métier. Pôle emploi a fait le sien. Nous, on a un rôle d'intermédiation un peu plus poussé qui fait qu'on se positionne différemment. Vous disiez juste avant de nous quitter, donc on va peut-être pas ouvrir le débat, est-ce qu'il faut remplacer le service public de l'emploi par des acteurs privés? Je ne m'y risquerai pas en quelque sorte. Ou régionaliser, c'est-à-dire aller au plus près des besoins pour pouvoir répondre aux besoins parce qu'on a bien vu qu'il y a des variations entre chaque région française. Le marché caché n'est pas le même dans le nord, à l'est, à l'ouest, au centre. Pour l'emploi des beaux outils, notamment de big data, notamment des choses qui sont issues aussi des data qu'on peut leur fournir, etc. Pour finalement... Oui, ils se modernisent, c'est ce que vous dites. C'est une institution nationale, mais qui connaît ses marchés de l'emploi locaux aussi. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur. Alors, la difficulté de Pôle emploi, c'est que c'est d'un côté un peu, je gère les versements mensuels et en même temps, je gère les emplois. Donc, cette fusion est quand même compliquée depuis 2007. Unédic difficulté. C'est quand même la fusion de ces deux institutions. Et après, effectivement, c'est quand vous parliez tout à l'heure de Le Bon Coin, où je diffuse une annonce en 2 secondes, il y a un moment donné, dans un monde d'instantanéité, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est pas bien. Il faut que Pôle emploi s'oriente vers ça. De mon point de vue, oui. Il y a des volontés quand même. Oui, ça bouge. Mais ça bouge. Il y a des vraies initiatives. Ils font des vraies collaborations avec des startups et notamment avec le Labera. Enfin, ils font des choses vraiment très très bien. Après, évidemment, vous savez, entre le moment où c'est décidé et le moment où ça s'implique, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a une vraie volonté de faire évoluer le sujet. Enfin, ce que vous nous dites, c'est que ça manque un peu d'agilité. Il y a l'agilité qui est peut-être plus vraie dans les entreprises privées, qui travaillent plus vite, qui sont plus agiles, parce que la réalité est simple. Elles ont des clients et ils doivent les nourrir. Pour conclure notre débat passionnant, donc ça ne vous pose pas de problème, parce que l'étude, là, vous l'avez construite, ça a été un travail assez colossal d'étude, de comprendre, de régionaliser. Vous en tirez quoi, vous, chez Randstad, finalement, les conclusions de ça dans le business? On en tire 2 choses. On en tire... c'est une des premières fois où on a un vrai chiffre. Donc c'est le 2 sur 5 sur lequel on s'appuie. 2 sur 5, 7 millions de recrutements en 2020, 3 millions d'entre eux passent hors annonce. Donc enfin d'avoir ce chiffre. Et nous aussi... Vous allez énerver Julien. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous aussi, cabinet d'outplacement, ça nous permet de pouvoir dire à nos candidats, il faut les deux. Il faut regarder les annonces, mais il ne faut pas regarder que les annonces. J'ai oublié la question. Est-ce qu'il faut une loi? Parce que c'est souvent le truc. Il faut une loi pour éviter la discrimination et le marché caché. Une entreprise serait dans l'obligation, quand le poste est libre, de la publier dans un délai de 10 jours. Et la Direct, vous savez, les grandes organisations qui surveillent, dirait mais vous n'avez pas respecté la mise en ligne de l'annonce. Est-ce qu'il faut contraindre l'entreprise? C'est-à-dire que la discrimination, d'avoir un marché transparent, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez très bien mettre une annonce et avoir des critères de discrimination, c'est pas légal, mais je veux dire, encore ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc d'ailleurs, on a des condamnations ce qui est très hypocrite récentes d'entreprises à cet effet. Donc, pour le coup, non. Et puis, vous n'enlèverez jamais le côté soft skills. Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de travailler avec vous et pas avec vous? Il y a un moment donné, dans le recrutement, il y a ça. Donc, on ne peut pas toujours tout mécaniser. Par contre, on essaie d'objectiver, notamment par un système de compétences, puisque l'intérêt pour moi, la data, c'est d'essayer de valoriser des compétences ou des attitudes que seuls vous auriez plus de mal à mettre en avant et d'éviter surtout un vrai syndrome problématique français, la reproduction des mêmes personnes. Évidemment. Mais une loi qui interdirait à l'entreprise qui a eu son salarié en travail temporaire pendant 6 mois et dont elle est absolument ravie de lui proposer un emploi permanent. C'est ça le débat, ouais. Non, je dois rouvrir et je suis obligé. Recevoir 100 candidatures triées. Alors qu'ils veulent celui-là. Alors que je sais déjà qui je veux à la fin. Ma réponse, c'est non. On est d'accord. Donc il faut laisser la souplesse, le choix et une forme de subjectivité dans un choix de recrutement. Qui est humain, on est des êtres humains encore, enfin je pense, même si derrière, bien évidemment qu'on a des outils, mais
à un moment donné, il faut entendre ça, il faut entendre ce côté, j'ai envie de travailler avec quelqu'un parce que j'ai un feeling, j'ai quelque chose. Les tests de personnalité, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui fait? Et parfois, je veux quelqu'un qui fonctionne différemment de moi. Donc si j'ai quelqu'un qui fonctionne comme moi, ça va pas fonctionner. Je cherche non pas mon miroir, mais je cherche celui qui va justement me challenger et me faire avancer différemment. C'était un plaisir, messieurs, de vous accueillir. Le chiffre à retenir, c'est 2 sur 5, on l'évoquait tout à l'heure, sur ce marché caché. Chiffre qui m'a l'air d'être assez solide et validé par Julien Morisson. C'est vous dire que là, on ne rigole plus. Merci Arnaud Cartier, directeur général HR Consultancy Partners, membre du COMEX de chez Randstad, et c'est la filiale de conseil de Randstad, faut-il le préciser. Julien Morisson, merci d'être venu, fondateur du cabinet BE. Merci d'être venu sur notre plateau. On termine par le bilan de compétences. Ça va intéresser le cabinet de conseil Randstad, parce que quand on veut renverser la table, il y a beaucoup de cadres qui n'en peuvent plus. On leur dit souvent, tiens, faites donc un bilan de compétences pour voir où vous en êtes. Et on en parle tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi. On vient de parler du marché caché, ou marché invisible du recrutement. On va parler bien du rebond. Alors, vous avez peut-être là, aujourd'hui, en télétravail, envie de rebondir, de tout changer. Et souvent, ça passe par un bilan de compétences. Cécile Cubada, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice d'Emelior. Exactement. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, j'ai fondé donc un institut de coaching qui propose 3 services. Donc du coaching, de la formation et du bilan de compétences. Du bilan de compétences. Vous l'avez mis dans cet ordre-là volontairement, ou on commence par on fait un bilan de compétences, puis ensuite vous prenez les 2 items suivants? Comment on fait? Tout dépend du besoin, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir pour du coaching ne seront pas forcément les mêmes qui vont venir pour de la formation qui sera très tournée entreprise, ou pas forcément les mêmes qui vont venir pour faire un bilan de compétences. Donc ça va vraiment dépendre du besoin. Vous qui avez créé, c'est une jeune entreprise, Tout à fait. Vous qui avez décidé de vous lancer dans ce service, pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez... Parce qu'il faut être très tourné vers l'humain dans ce métier. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment ce côté humain qui est primordial. Et pourquoi je tiens particulièrement à mettre en place ce bilan de compétences, c'est parce que j'en ai eu besoin à un moment donné. Vous y êtes passé? J'y suis passée, exactement. Et ça vous a apporté? Ça a changé ma vie, clairement. C'est-à-dire que j'étais dans une situation où j'avais un bon poste, un bon salaire, mais la question du sens, en fait, n'était pas présente. Quand je me suis posé la question à un moment donné, OK, est-ce que le travail que je fais a du sens pour moi? La réponse était non. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et j'ai suivi un bilan de compétences. Aujourd'hui, j'arrive à exercer avec cette entreprise quelque chose vraiment qui a du sens, où je me sens motivée. Bien sûr. Et c'est ça qui a vraiment changé ma vie. Et qui a bouleversé votre vie, parce que vous êtes devenu chef d'entreprise, Emelior. Mais aujourd'hui, dans le contexte Covid, alors vous l'aviez fait, j'imagine, ce bilan avant la crise Covid. Tout à fait. Les clients qui viennent chez vous, qui s'assoient et qui, en fait, on vide son sac, on raconte toute sa vie, et vous prenez plein de notes, j'imagine, et vous les accompagnez. Ils sont différents de ceux qui poussaient la porte avant le Covid. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous sentez des gens qui ont eu une forme d'accélération de leur transformation? Alors, au niveau du profil, on a des profils assez similaires. La grosse différence que moi je note, c'est vraiment cette notion de sens au travail. C'est-à-dire, ça revient, ça. Ça revient, vraiment. Il y a ce côté de se dire, le travail que je fais aujourd'hui, est-ce que vraiment ça a du sens? Je m'y retrouve pas, quoi. Je m'y retrouve pas. J'étais constamment avec des collègues. Aujourd'hui, le télétravail a fait que je suis plus en lien avec eux. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Comment je fais pour pouvoir être vraiment heureux et accomplir quelque chose dans mon travail? Et ça, c'est une question qui se pose. C'est une question qui n'est pas nouvelle, parce que Confucius disait déjà il y a un moment, choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'on propose avec ce bilan. C'est tellement vrai. Ça fait rêver, et en même temps, ça vous a transformé. Puis parfois, il y a des bilans de compétences qui, non pas qu'ils soient mal faits, mais n'apportent pas ce qu'on attendait. Parce qu'on s'était inventé un rêve, finalement. Comment on fait quand on est celle qui accompagne pour gentiment expliquer à la personne qu'elle voulait être avocate, mais elle avait fait des études de sciences et que ça n'allait pas être possible? Je caricature, mais oui. ramener les gens, finalement, dans leur réalité. En fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Emelior, on choisit de travailler uniquement avec des coachs professionnels. C'est pour aller vraiment à l'essence de la personne. Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour elle, ou pour lui d'ailleurs? C'est de se dire que cette personne qui voulait faire des sciences ou voulait être avocate,
qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a voulu faire ça? Quelle contribution elle a voulu apporter? Et c'est grâce à cet élément-là qu'on va pouvoir se dire, OK, maintenant qu'on sait, qu'on a un peu cette carte de la personne, vers quoi elle a envie d'aller? On avait préparé une petite animation, je ne sais pas si on a réussi à la mettre en place, mais on voyait cette espèce de petit nuage de points. Où, on voit là. Expliquez-nous, ce n'est pas une toile d'araignée. Hein. À droite, ça c'est quand la personne arrive, on est bien d'accord? Ça peut, en fait. C'est l'un des premiers exercices qu'on propose chez Emelior. C'est faire un état des lieux de la personne, de se dire, quand elle arrive, quel est son niveau de satisfaction dans les différents domaines. Alors, il y a famille, il y a travail, il y a détente, loisirs, il y a tous ces éléments de la vie qui composent la vie d'un être humain. Et vous l'accompagnez de manière à ce que les points se déplacent en allant vers le plus haut possible. On est bien d'accord, on voit là, on a le dessin. Tout à fait, en fonction de où est-ce qu'elle a envie d'aller. Une personne qui, dans ce cas-là, par exemple, n'est pas très satisfaite au niveau de son travail, on voit clairement que en fait, son souhait, c'est de trouver un épanouissement là, clairement, dans le travail. Par contre, au niveau de vie privée, elle n'est pas forcément là, mais ça lui convient bien. Donc, en fait, ça va vraiment nous permettre... Il n'y a pas de schéma type, en fait. Hein. Chaque schéma s'adapte aux désirs ou aux envies de la personne. Exactement. Et ça, vous aboutissez à travers une série de questions. Comment ça marche là? Comment on arrive à faire bouger les points? Ça, c'est la personne qui, en fait, en début de bilan de compétences, nous dit où est-ce qu'elle en est. Donc, elle porte une note de 1 à 10 et où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et en fait, cet élément nous permet vraiment d'adapter le bilan de compétences à la personne. C'est-à-dire que une personne qui, par exemple, aura des points très élevés en état désiré sur détente, repos, vacances, on ne travaillera pas de la même manière d'une personne qui a vraiment envie de développer que le travail. Bien sûr, bien sûr. La finalité, c'est aussi, j'imagine, de reprendre confiance, parce que parfois on fait un bilan de compétences parce qu'on n'est plus bien dans son job, et quand on n'est pas bien dans son job, on n'est plus en confiance. On n'est plus en confiance. C'est aussi ça, l'accompagnement avec des coachs professionnels, c'est aussi de retrouver la confiance et le dynamisme, parce que ça aide beaucoup. Bien sûr. Avec cette confiance, on a beaucoup plus de quoi s'appuyer pour arriver à rebondir. Retrouver ses bases. Retrouver ses bases, travailler les freins, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas, etc. Donc tous ces éléments, on va vraiment les travailler pour justement permettre à la personne qu'elle puisse mettre en application finalement ce pourquoi elle est venue, son projet professionnel. Si on veut pousser la porte d'Emelior, ça me prend combien de temps un bilan de compétences? Un bilan de compétences, aujourd'hui, comme on l'a construit, dure 3 mois, avec 2 sessions par semaine. Une session de coaching et une session d'auto-coaching. Auto-coaching. Oui, c'est des exercices en fait qui sont à réaliser entre les sessions de coaching pour pouvoir vraiment aller plus en profondeur. Et au bout de 3 mois, on a donc son bilan, comme son nom l'indique, un bilan de compétences. Tout à fait. Avec, vous allez jusqu'à proposer des orientations. Comment ça se passe? Parce qu'il y a le bilan de compétences, puis ensuite on sort du cabinet et on se dit maintenant il faut y aller. Vous accompagnez, vous allez vous pousser un peu plus loin? On fait les premiers pas, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 phases dans le bilan. La première phase, ça va vraiment être où est-ce que la personne a envie d'aller. La seconde phase, ça sera faire une carte de la personne, quels sont ses points forts, ses points faibles, mais aussi son environnement de prédilection. Est-ce qu'elle veut travailler seule ou en équipe, etc. Fort de ça, on va pouvoir vraiment trouver et choisir un projet professionnel et après l'accompagner, 4e étape, les premiers pas pour avancer. C'est comme un nourrisson. Voilà, vous l'accompagnez, vous lui tenez la main, les premiers pas. Exactement. Cécile Cubada, c'était un plaisir de vous accueillir. Bilan de compétences, faites-le si vous en ressentez le besoin, parce qu'il faut en avoir évidemment le désir et l'envie. Fondatrice d'Emelior, qui, vous l'aurez compris, est un cabinet de coaching et de bilan de compétences, donc d'accompagnement de ceux qui ont envie, peut-être, qui sont gagnés par la tentation de Venise. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, mais de toutes vos réactions sur les réseaux sociaux. On les regarde, on les suit. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel, merci à Axel Poulou, notre réalisateur, et merci à Justine qui était au son aujourd'hui. C'était un plaisir. Je serai là demain, évidemment, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Vous avez évidemment l'embarras du choix. À demain. Bye bye.